Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police-justice. Dans un instant, nous recevrons Marc Trévidic, l'ancien juge antiterroriste, avec lequel nous allons revenir évidemment sur l'actualité très riche de cette semaine. L'actualité du terrorisme, de la radicalisation, une nouvelle fois sur le devant de la scène avec la préfecture de police de Paris, évidemment endeuillée. Cette attaque en plein cœur de la police, attaquée par l'un des siens. Et puis il y a aussi la menace extérieure avec, depuis 5 jours, cette intervention militaire turque au nord-est de la Syrie et ce risque de voir revenir les djihadistes qui étaient jusque-là retenus par les Kurdes en Europe et pourquoi pas en France. Nous ferons le point sur tous ces dossiers avec Marc Trévidic. Ce sera juste après le dossier de la semaine. Pourquoi et comment un homme a-t-il pu être interpellé et confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès? C'est un scénario incroyable qui s'est enclenché vendredi soir quand la police écossaise a assuré que les empreintes digitales de cet homme matchaient avec celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Cet homme, un retraité des Yvelines, se rendait chez sa femme écossaise. Il a été interpellé à sa sortie de l'avion à Glasgow après avoir été signalé. Alors pourquoi ? Par qui? Ça fait partie évidemment des zones d'ombre qu'il faut décrypter. C'est ce qu'on va faire avec Dominique et nos invités dans un instant. Mais d'abord, les faits avec Camilla Giudice. La police écossaise l'a confirmé ce matin. C'est bien suite à un appel anonyme qu'elle arrête vendredi un homme présenté comme suspect à l'aéroport de Glasgow. Après son interpellation, les agents mettent en place un protocole pour permettre son identification. La façon la plus rapide d'identifier un individu, en général, c'est par ses traces papillaires, ses traces digitales, puisque les comparaisons vont très vite. C'est ce qui a dû se passer, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. Un premier prélèvement est donc réalisé par un laboratoire britannique sur les empreintes de l'homme arrêté. Il est comparé à la fiche rouge Interpol de Xavier Dupont de Ligonnès. Selon les enquêteurs français, la police écossaise se montre catégorique avec eux. Ils commencent toutefois à douter des analyses effectuées par leurs homologues car ils ne disposent toujours pas des détails d'identification. Dans les heures qui suivent, il s'avère que la correspondance des empreintes n'est que partielle. Il n'y a, semble-t-il, que 5 points de comparaison. Or, 5 points de comparaison, c'est insuffisant pour affirmer qu'il y a une identification formelle. Il faut encore attendre plusieurs heures pour que les résultats du test ADN tombent. Ils révèlent que l'homme arrêté n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Mais la police écossaise se défend de toute précipitation dans l'annonce de l'identité du suspect. Elle affirme que ses communiqués officiels ne mentionnaient pas les analyses des empreintes digitales et précise qu'elle n'est pas responsable des discussions privées entre agents français et écossais. Alors on va essayer d'y voir clair avec 2 personnes qui connaissent ce dossier et en tout cas ce type d'affaires par cœur. Éric Battesti, bonjour. Vous êtes l'ancien attaché de sécurité intérieure pour le Royaume-Uni, commissaire général honoraire de police. Ça veut dire que vous avez travaillé sur ces liens avec, entre la police française et la police britannique. C'est ça évidemment qui va nous intéresser de comprendre avec vous. Et puis le général François Daoust qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour, merci. Vous êtes ex-directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, ex-commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie. Avec vous, on va aussi essayer d'y voir plus clair sur cette fameuse histoire des empreintes digitales, parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent. On va peut-être commencer par ça, d'ailleurs, parce que c'est au cœur, évidemment, de cette affaire, la police écossaise qui dit on a des empreintes digitales qui matchent avec Xavier Dupont de Ligonnès. Est-ce que déjà, dès le départ, c'était parler trop vite? Ce n'était pas possible d'avoir aussi vite ou aussi simplement des empreintes digitales? En matière scientifique, il faut être très prudent. Les empreintes digitales, contrairement à la croyance populaire, eh bien, ce n'est pas fiable à 100%. Il y a des erreurs d'interprétation. En France, on se base sur un certain nombre de points. On a même fait un nombre dit un nombre d'or, qui n'a aucune base scientifique là-dessus. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut descendre, avoir moins de 12 points et parce qu'il y a 13 points, c'est ça? Alors, on part en France sur 12 points. Mais ça date de 1914, Locard, ça commence à dater. Et il avait dit, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on fera le moins de bêtises. Mais il y a des différences de points. Vous pouvez avoir 20 points. S'ils ne sont pas puissants en probabilité de rareté, eh bien, 20 points qui n'arriveront pas forcément à identifier quelqu'un. Et paradoxalement, vous pouvez avoir 8 points, mais d'une rareté telle que la probabilité pour qu'il y ait 2 personnes qui aient les mêmes 8 points soit encore plus rare que les 20 points. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que les Écossais avaient 5 points. Ça veut dire qu'avec 5 points,
ça aurait pu être vraiment Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, selon la rareté des points, oui, on aurait pu vraiment avoir quelque chose de particulier, parce qu'il faut savoir que l'empreinte qui a été comparée, l'empreinte de Ligonnès qui a été comparée avec celle relevée sur la personne à l'aéroport, n'est qu'une empreinte partielle. Donc, il n'y a pas non plus une empreinte complète de tout ce qu'il pouvait y avoir comme point de comparaison. Donc, c'est sur un petit bout d'empreinte qu'a été fait la comparaison. Et là-dessus, les erreurs arrivent. J'ai 2 affaires que je pourrais vous citer, dont une en Écosse, d'ailleurs, en 1997. C'est l'affaire Mackay, où une policière sur une scène de crime est mise en cause parce qu'on retrouverait, soi-disant, une empreinte partielle avec un certain nombre de points. Et ça n'était pas elle. Et ce n'était pas elle. Alors, est-ce que les Écossais pourraient s'être trompés sur ces 5 points, considérant que c'était 5 points exceptionnels ? Alors, là, je n'ai pas accès, je ne peux pas voir le dossier. Si je l'avais, je pourrais dire oui, ce sont des points exceptionnels, ou au contraire, ce sont des points qui sont tellement communs qu'il fallait être beaucoup plus prudent. Il y a 5 points de concordance, mais ce n'est pas suffisant. Une autre question alors, à quoi ont-ils comparé ces empreintes digitales ? C'est-à-dire qu'ils ont cet homme inconnu, un X, donc ils vont prendre ces empreintes digitales et ils vont bien les comparer à quelque chose. Ce qu'on leur dit être les empreintes de M. Dupont de Ligonnès. Oui. Mais où est-ce qu'elles sont ces empreintes ? Dans un fichier ? La police française leur envoie ? La gendarmerie ? Normalement, voilà. Qu'est-ce Étant donné que Xavier Dupont de Ligonnès fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, à partir de ce moment-là, via Interpol ou de police à police, eh bien, les empreintes sont envoyées et elles sont en fond documentaire. Donc il faut savoir que depuis les accords de Schengen 2008, il y a des échanges de fichiers qui se font, fichier des empreintes digitales et le fichier des empreintes génétiques qui sont échangées au quotidien de façon à voir si on ne retrouve pas des personnes incriminées à droite ou à gauche dans toute l'Europe, en tout cas dans l'espace Schengen. Éric Battesti, vous connaissez donc bien la façon dont travaille la police française avec la police britannique et écossaise notamment. Comment lisez-vous les faits ? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise communication entre les deux ? Est-ce qu'il y a eu une police écossaise qui est allée un peu trop vite ? Au regard de votre expérience, comment vous regardez ce qui s'est passé ? Alors, pour comprendre ce qui a pu se passer, il faut savoir que nous avons 2 systèmes qui sont différents. En France, on a une approche s'agissant des empreintes digitales. Nous avons une approche empirique. C'est-à-dire qu'on fixe de façon arbitraire, on vient de le dire, un nombre de points convergents. En France, c'est 12 points convergents pour qu'on puisse approcher une probabilité de match entre la base de données pour éviter trop d'erreurs et l'empreinte que l'on prélève sur une scène de crime. Le Royaume-Uni a différents standards et a une approche holistique. Ça veut dire qu'ils partent d'un principe général et ils traitent au cas par cas, selon la rareté de la configuration du schéma de l'empreinte papillaire, ou si c'est une empreinte partielle, s'il n'y a absolument aucun point de discordance et seulement des points de concordance, on peut effectivement dire à 98% c'est la même personne. Pour résumer, et vous me dites si je me trompe, en gros en France on a une procédure avec des règles, là-bas on fait du cas par cas et on affine Pas sur chaque tout à fait, parce qu'avec la numérisation on a été obligé de prendre, d'adopter également le système empirique. Donc on est parti sur un standard de 12 points de comparaison, notamment New Scotland Yard utilise des algorithmes avec des moteurs de recherche automatiques avec 16 points de comparaison. Le Pays de Galles également. Ce n'est pas le cas en Écosse. Il y a une certaine autonomie. En Écosse, on a une approche holistique quasi totale. C'est-à-dire que sur une empreinte partielle, et c'est le cas puisque la notice rouge Interpol, sur laquelle figure un certain nombre d'informations, il n'y a qu'une empreinte partielle, c'est l'index, de mémoire, je crois que c'est l'index gauche. Concernant Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà. Donc on a une trace partielle de Xavier Dupont de Ligonnès. Concernant tout le monde, hein, c'est ça ? Sur toutes les fiches Interpol. Non, ça dépend. Si vous avez les 10 doigts, vous pouvez avoir les 10 doigts. Plus vous avez d'informations, plus vous réduisez le risque d'erreur. Donc en l'espèce, sur la notice Interpol, puisqu'elle est publique, vous savez qu'Interpol publie un certain nombre de fiches quand l'individu est recherché pour des faits graves et fait appel au témoignage public. Donc sur cette question, on a une empreinte partielle. Et là, le standard écossais est différent, puisque le standard écossais permet de faire un match avec 5 points de comparaison, à condition également qu'il n'y ait pas de point de discordance. Ça veut dire qu'il ne faut pas
qu'il y ait d'éléments dans le schéma qui viennent de l'empreinte contredire. qui viennent contredire. Alors, on entend très bien votre explication, c'est très clair, on apprend vraiment des choses. Pour la première fois, Maintenant, on a aussi pour la première précise. fois, on comprend des choses très précises. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donc ces 5 points, et donc ils peuvent dire aux autorités françaises, c'est bon, ça match, c'est lui? Non, en aucun cas ils peuvent assurer que c'est lui. Parce que devant une procédure, devant une cour criminelle, les Britanniques montent jusqu'à 80 points de Mais comparaison. alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils auraient dû dire, nous avons pour le moment un feu vert, maintenant il faut ajouter, empiler les vérifications, regardons si la taille correspond, la taille ne correspondait pas. Taille de Puisque- l'individu. Taille de la personne. Il y a 10 cm d'écart, 1,80 m pour Dupont, Bien sûr. Et Ligonnès, 1,70 m. 1,90 m 90. pour la personne interpellée. Ouais. Le poids, encore ça varie dans le temps, mais Dupont de Ligonnès a des cheveux, la personne interpellée est chauve, la personne interpellée aura 70 ans en avril, Dupont de Ligonnès 58, donc Je vais dire là on commence à avoir de sérieux doutes. mais justement, pour Et ça appuyer- c'est mentionné sur la fiche Interpol. Ces éléments sont sur la fiche Interpol. Mais ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, on ne l'a pas diffusé, mais on avait la photo de cet homme qui a été interpellé. Aucun rapport. Alors nous, nous sommes des novices, évidemment, mais ça interpelle. Comment on peut aller aussi loin, du coup, dans cette histoire? Alors, Gérald je Daoust, pense- et vous allez chacun, je réagir. pense qu'au départ, il y a une information qui parvient au service écossais qui dit tel jour, sur tel vol, le fugitif Xavier Dupont de Ligonnès voyagera en direction de Glasgow avec un passeport volé. On vérifie, l'identité correspond, sauf que initialement l'information disait il voyagera le samedi et finalement c'est le vendredi. Donc ce qui fait que les policiers français n'ont pas physiquement Le temps de l'interpeller. d'aller sur place faire la vérification. Oui, mais M. Battesti, ça n'explique pas ça, quand même, cette J'y viens. interprétation très rapide des Écossais, hâtive, je pense qu'ils ont été un petit peu conditionnée. rapides, puisqu'effectivement, quand ils ont vérifié, ils avaient dans leur base de données, ils avaient 5 points sur une empreinte partielle, avec leur protocole de vérification, 5 points de convergence, 0 point de discordance, un passeport volé en 2014, le passeport volé, mais c'est la bonne personne qui voyage. Il n'y a pas une usurpation d'identité. Ouais, et on se rendra... Et donc, ils ont prévenu en disant, probablement. Parce qu'on va se rendre compte que ce passeport n'est pas volé. Mais Cet ils auraient homme a dû- eu des papiers volés d'identité par le passé, mais Alors, là, il est-ce qu'il y a un circule problème avec de un vrai langue? passeport. Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un problème d'interprétation hâtive du destinataire en France qui reçoit l'information? Mais Est-ce que le vice, le problème de fond, ce n'est pas ce signalement qui est fait à la police écossaise et qui n'est peut-être pas suffisamment vérifié? Alors, la vérification du signalement, là, pour revenir sur certains détails, la taille, c'est quand même un indicateur, c'est vrai. Le fait d'être chauve, je me rase la tête pour passer inaperçu et changer, je prends 10 kilos, tout est possible. Ça, au-delà de la taille, après, c'est en anthropologie, l'écart des yeux, il y a des mesures, les oreilles, un petit peu, on revient à ce que Bertillon faisait, l'anthropométrie judiciaire, il y a des choses qui ne bougent pas dans le temps. Même avec une opération esthétique lourde, mais ce qui voudrait dire des complicités encore plus importantes que ce qu'on peut imaginer dans cette affaire-là. Voilà. Donc, la vérification aurait dû effectivement aller beaucoup plus loin dans la transmission. Après, il faut relativiser. Certes, on signale qu'il y a des points de concordance, que la photo ne correspond pas, mais heureusement que les vérifications se sont faites, somme toute, assez rapidement. On n'a pas été dans une garde à vue longue, où on a fait durer. Dans la foulée, le prélèvement ADN est réalisé, et les analyses sont faites, et quand elles tombent, on a on a une réponse formelle. Donc, il y a peut-être des dysfonctionnements, en tout cas, je ne dirais pas des dysfonctionnements, des interrogations et des ralentissements, mais rapidement, on arrive à la vérité. Et grâce à vous deux, on y voit un peu plus clair sur ce qui a pu se passer. Merci beaucoup pour vos informations à tous les deux, très précis sur ce fonctionnement à la fois écossais et français et sur ce qui a pu se dérouler ces dernières heures. Vous restez avec nous dans un instant, la deuxième partie d'affaires suivantes. Et nous recevrons Marc Trévidic. Beaucoup de questions évidemment à aborder avec l'ancien juge antiterroriste. Évidemment, l'attaque de la préfecture de police de Paris, la police endeuillée en son cœur par l'un des siens, mais aussi le procès de l'attentat déjoué des bonbonnes de Notre-Dame.
et puis le potentiel retour de djihadistes après l'offensive turque qui a commencé il y a 5 jours dans le nord-est de la Syrie. Toutes ces questions, c'est dans un instant avec Marc Trévidic. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, la deuxième partie d'Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Et un invité exceptionnel pour cette deuxième partie d'émission, Marc Trévidic, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes président de chambre à la Cour d'appel de Versailles, vous êtes évidemment ancien juge antiterroriste, vous avez publié de nombreux ouvrages sur cette question. On attend évidemment votre regard, votre expérience sur l'actualité de la semaine qui a été très riche, une actualité qui a remis au premier plan les questions du terrorisme, les questions de la radicalisation. La première image évidemment qu'on voulait vous soumettre avec Dominique, c'est celle de la préfecture de police de Paris. On va y revenir en détail sur le profil de Mickaël Harpon aussi. Mais d'abord ce choc du cœur de la police, attaqué par l'un des siens. Est-ce que, avec votre regard, le travail que vous avez fait sur toutes ces questions-là, vous vous étiez dit un jour, il est possible qu'une telle chose arrive? On a tout envisagé, en fait c'est un peu le travail de l'antiterrorisme, mais c'est vrai qu'on était beaucoup plus attentif au problème de l'armée. L'armée a eu beaucoup de phénomènes de radicalisation, ils s'y sont intéressés très tôt. Il y a eu des phénomènes aussi comme un tueur aux États-Unis, au Texas, qui avait tué en 2009 13 personnes. Donc, l'idée que quelqu'un se radicalise et puisse avoir des armes de guerre entre les mains, ça a été le premier focus. D'autant que dans nos profils de radicalisés, on trouve des gens qui sont très intéressés par l'armée, par la guerre, par la violence de manière générale, on l'a bien compris. Donc on a vu aussi pas mal de gens qui avaient voulu s'engager. Ils n'ont pas été pris, mais des gens comme Mera, des gens dans Forza Analiza, il y en a retournent contre l'institution. 2 ou 3 aussi qui avaient eu un contrat pendant 5 ans et au bout des 5 ans avaient été virés, enfin n'avaient pas renouvelé leur contrat. Donc on a eu plusieurs exemples sur l'armée, moins sur la police où les problèmes étaient du style je ne serre plus la main d'une collègue, etc. Mais ça avait vraiment été l'armée qui avait été le point focal. Alors, on va rentrer évidemment au cœur de ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris. On va d'abord faire un point sur les toutes dernières informations qui concernent le profil de Mickaël Harpon. C'est avec Elisa Trana. Attaque planifiée, complicité ou coup de folie solitaire? À ce stade, aucune vidéo d'allégeance à une organisation terroriste n'a été retrouvée au domicile de l'assaillant ou sur son lieu de travail. Et l'attaque n'a pas été revendiquée. Ce fonctionnaire de 45 ans travaillait depuis 2003 au sein de la préfecture de police. En arrivant au travail le matin de l'attaque, son comportement anormal alerte ses collègues. Ses collègues le décrivent ce matin-là comme prostré devant son ordinateur. Il faisait rien, il avait les jambes, semble-t-il, qui tremblaient légèrement. Ils sont inquiétés pour lui, ils pensaient qu'il n'allait pas bien. Une attitude qu'il avait déjà eue avec sa femme la nuit précédente. Mickaël Harpon se serait réveillé en disant « Allah m'a envoyé un signe, protège les enfants » et aurait crié, selon ce voisin. Dans la nuit, entre 3h et 4h du matin, j'étais réveillé par le voisin d'une voix assez forte et qui criait Allahu Akbar. Donc il l'a répété plusieurs fois. Lors de sa garde à vue, l'épouse de l'assaillant a également été interrogée sur les 33 SMS échangés avec son mari dans la matinée, certains à connotation religieuse. Mickaël Harpon s'était converti à l'islam il y a une dizaine d'années. Il priait à la mosquée de Gonesse et fréquentait des personnes susceptibles d'appartenir à la mouvance salafiste. En 2015, il aurait confié à un collègue à propos de la tuerie à Charlie Hebdo « C'est bien fait ». Plus récemment, il refusait de serrer la main des femmes. Marc Trévidic, avec votre regard d'expert, est-ce que c'est un pétage de plomb ou une attaque terroriste? Je crois que c'est un peu des deux. C'est une personne qui s'est radicalisée, puis à un moment donné, même dans cette matière-là, il y a un passage à l'acte. Et ce passage à l'acte, il peut venir de 20 000 causes. Il ne faut pas croire que ce soit complètement incompatible, le fait de se radicaliser et le fait d'avoir des problèmes psychologiques, des troubles du comportement, des choses comme ça. On ne saura jamais parce qu'il est mort. On n'expertise pas les morts. Mais donc, ce n'est pas du tout incompatible parce que là, son comportement, ce jour-là, est assez irrationnel. Ce n'est pas non plus une action terroriste vraiment programmée où on prend du temps, où on se prépare, etc. On trouve des armes un peu plus vulnérantes que ça. Donc je pense qu'il y a des deux, très certainement. Quelqu'un qui ça lui trottait dans la tête, mais il a pété les plombs quand même aussi, à ce moment-là. Le fait d'aller acheter des couteaux, d'arriver au bureau, de ressortir, aller acheter des couteaux, il y avait visiblement une forme de préméditation et quelques signaux d'alerte. On en a beaucoup parlé de ces signaux faibles, signaux forts. C'est intéressant d'avoir évidemment votre avis là-dessus. Le fait qu'en 2015, ça a beaucoup interpellé, il ait légitimé les attentats de Charlie. Est-ce que là, on a raté quelque chose ?
C'est sûr que légitimer un attentat terroriste, quand on est policier à la préfecture de police, oui, on a raté quelque chose. Mais on l'a raté en 2015. On l'a raté à une époque où, à l'époque de Charlie Hebdo, les gens étaient moins sensibilisés. Tout est progressif. Finalement, la grande prise de conscience, elle vient de novembre 2015, pas avant. Vous pensez que ses collègues, à ce moment-là, qui l'entendent dire ça, qui ont refusé de faire un signalement écrit, qui l'ont dit oralement à leur hiérarchie, n'ont pas pris la mesure de ce que ça pouvait représenter parce que notre société à ce moment-là n'était pas aussi fortement confrontée à cette crainte et à cette menace? Oui, parce que moi j'ai entendu à l'époque aussi des commentaires chez les musulmans en disant oui mais quand même ils avaient forcé un peu le trait, Charlie Hebdo, ils avaient poussé le bouchon, etc., ça se fait pas. Donc c'était une autre époque quand même, avant qu'on rejette ce genre d'arguments. On l'a même entendu dans les écoles. Dans les écoles, on a des enfants qui disaient ça. Bien sûr. À propos de cette affaire, pour revenir à la préfecture de police, est-ce que vous avez déjà eu connaissance d'affaires comme ça, de radicalisation de policiers, de gendarmes, mais de radicalisation vraiment poussée, de gens qui ont été détectés quand vous étiez au terreau? De policiers, j'ai eu vent, mais ça n'a jamais fait d'affaires, donc de policiers qui avaient été écartés, mais pas sur des choses très très précises. C'est vraiment des militaires qu'on a eu vraiment, où on a eu des affaires. Mais vous savez, partout, j'ai une assistante de justice spécialisée qui s'est radicalisée. Vous en parler. Oui. Vous l'avez écrit dans votre livre. Bien sûr. En 2000, je suis au parquet antiterroriste, je ne suis pas encore à l'instruction antiterroriste, et j'avais une assistante de justice spécialisée qui s'intéresse aux attentats de 95, qui faisait une thèse sur le sujet. Donc j'avais accepté de la prendre parce que je réglais les attentats de 95, Saint-Michel, c'est Maison Blanche. Elle a tellement été passionnée par la matière, elle a rencontré des terroristes en prison pour alimenter sa thèse. Autorisée à et elle a fini par en épouser un. Alors évidemment, on ne l'avait pas renouvelé son contrat, vous pensez bien, mais elle a eu accès pendant un moment donné à toutes nos données personnelles, adresses, etc. Il y a eu quand même le feu au lac. Et là, on parle du sein quand même, parce qu'on n'était que 4. La galerie Saint-Éloi. La galerie Saint-Éloi. Donc c'est pas rien, si vous voulez. Donc ça peut arriver n'importe où. C'est pour ça que je suis très modeste sur ça, sur les détections, etc. Parce que bon. On l'est tous, on doit tous l'être. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui sont, quand on a des vrais signes de radicalisation avérés, policiers, gendarmes, militaires, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Là, il y a des problèmes juridiques énormes. Puisque être radicalisé n'est pas une infraction pénale. Donc, est-ce qu'on peut les virer, les déplacer, les mettre dans des postes où ils ne sont pas dangereux, où ils n'ont pas accès à des données sensibles, où ils n'ont pas accès à des armes? Bon, c'est le réflexe qu'il faut avoir, évidemment, si on n'arrive pas à faire plus que ça. Maintenant, de quelle façon on peut arriver juridiquement à licencier, surtout un fonctionnaire avec le statut de la fonction publique, mais même les entreprises privées, qu'est-ce qu'elles font? Elles se retrouvent au prud'homme et perdent, grosso modo. Souvenez-vous, Bougagistes de Roissy, il y a plusieurs qui se sont vus récupérer leur badge parce que les tribunaux administratifs avaient dit que la suppression des badges en 2001... Lequel bagagiste était totalement innocent. Ah oui, il y a celui-là, mais il y a eu tous ceux à qui on a enlevé les badges. Ah oui. Ça, c'était un complot, celui-là. Mais il y en a eu plusieurs qui se sont fait retirer leur badge d'accès parce qu'ils étaient radicalisés. Abdirazak Besseguir. Et des tribunaux administratifs ont restitué les badges. Et 2015, il y a quand même ce qu'on appelle de l'apologie du terrorisme. Là, on aurait pu avoir un motif de condamnation et donc un motif de licenciement. C'est vrai. Là, pour le coup, mais il y a plein de conditions, vous savez, il faut que ça soit public. Donc l'apologie du terrorisme n'est pas public quand c'est dans un bureau qui n'accueille pas du public, par exemple. Juridiquement, ce n'est pas de l'apologie du terrorisme, il n'y a pas d'infraction pénale. Donc le droit est plus complexe qu'on peut... Est-ce qu'on peut dire qu'on est mal outillé? Comment est-ce qu'on peut comprendre un truc pareil, ceux qui nous écoutent? Comment est-ce qu'on peut comprendre un truc pareil? Il faut crier un truc pareil dans la rue que tout le monde l'entende. Il faut que ça soit public, ou alors sur les réseaux sociaux, etc. L'apologie du terrorisme, c'est une infraction pénale si elle est publique. Si dans un milieu privé... Et là, on est à l'antenne. Mais si après, on discute entre nous et quelqu'un dit quelque chose, etc., ça ne peut pas être de l'apologie. Il faut changer la loi? Il faut changer la loi? Qu'est-ce qu'on fait? Attention, dans toutes les sphères privées, les discussions privées, vous voulez mettre de l'infraction pénale, vous voyez, ça devient très compliqué aussi. Il faut se méfier quand on veut changer la loi. On va jusqu'où là-dedans? Et puis, il y a l'interprétation. Et pourquoi on le fait pour le harcèlement, pour les femmes harcelées? Quand une femme dit « j'ai été harcelée par une personne, par un homme seul quelque part dans un ascenseur », on la croit, on l'écoute. Pourquoi on ne le ferait pas aussi pour le terrorisme? Parce que le harcèlement, c'est un fait positif. On est très prudent, heureusement, en France, sur les délits d'intention. C'est-à-dire les délits d'opinion. Toutes ces choses qui ne sont pas des actes, mais qui sont de l'expression de l'opinion. Parce que les libertés d'expression se protègent aussi. Donc jusqu'où on va aller? Et d'autre part, qui va définir quand c'est des propos radicaux ou d'apologie? C'est très compliqué. Où est la frontière entre la blague de mauvaise aloi, on peut dire, ce qui peut arriver aussi dans un contexte déplacé, et ce qui est vraiment l'expression d'une volonté de faire l'apologie du terrorisme? 2 policiers cette semaine se sont vus retirer leurs armes de service, l'un suspendu justement pour des soupçons. Comment, selon vous, on va évoluer ces prochaines semaines, ces prochains mois? Comment faire le tri? Comment
faire le ménage, si on prend une expression un peu triviale. J'allais dire pas uniquement comment, mais qui. Là, on est confronté à quelque chose qui dépasse largement la fonction publique régalienne. Dans le privé, on a ce problème-là. Les postes sensibles sont partout. Je vais presque vous dire qu'un chauffeur routier avec son poids lourd, c'est un poste sensible. On l'a bien vu à Nice. Donc, c'est évident que c'est facile de tuer des gens. Voilà. Quand on veut le faire. Donc il y a plein de postes sensibles dans le privé comme le public. Il faut qu'il y ait des professionnels pour dire que là, il y a vraiment des signes de radicalisation, que là, oui, l'employeur peut aller vers un licenciement parce qu'on a des billes. Si chacun fait tout de son côté n'importe comment, on va aller vers la délation. Les moindres phrases, comme j'ai dit, les petites phrases, etc., qui ne révèlent pas du tout de radicalisation, vont être montées en épingle avec des procédures qui vont partir dans le mur un peu partout. Est-ce que dans ce cadre, le message du président de la République cette semaine, de dire aux Français, soyez vigilants, on doit aussi tous être responsables des signaux de radicalisation qui peuvent être devant nos yeux. C'est un bon message ou pas? Oui, mais il faut que les informations montent à un organisme avec des gens compétents, multidisciplinaires, qui puissent évaluer. Parce que si c'est chacun de son côté, encore une fois, si c'est un chef de service d'administration, je ne sais pas, des postes, fiscales, etc., qui va dire « Ah bah là, ouais, c'est très inquiétant ce qu'il a dit. » Là, on va vers la catastrophe, à mon avis. Donc il faut vraiment un organisme qui fasse ça. Vous avez une proposition à faire ? J'ai pensé à... Alors, c'est complètement anachronique, puisqu'on veut plus ou moins la supprimer. C'est la MIVILUD, vous savez, la mission interministérielle pour les sectes. Ce qui est un vrai scandale, supprimer la MIVILUD. Alors, bien d'accord. Voilà, ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est un organisme multiministériel, enfin pluriministériel, qui s'est vu confier le salafisme aussi en 2015. Donc, qui a commencé à travailler dessus. Et eux peuvent donner des avis, à mon avis, très pertinents. Ils ont une équipe d'enquêteurs, voilà. Et je pense peut-être qu'on peut s'en servir plutôt que la supprimer. Si vous voulez une suggestion, je la vois comme ça. Voilà une bonne idée. Je voudrais qu'on avance avec vous sur le profil aujourd'hui de ces personnes radicalisées, voire de ces djihadistes. Il y a un procès qui est en cours depuis une dizaine de jours, le procès de l'attentat déjoué des bonbonnes de gaz, cette voiture retrouvée devant Notre-Dame avec des bonbonnes, des femmes à la manœuvre, télécommandées par un agent extérieur. Des femmes djihadistes, c'est aussi la menace de demain. À chaque fois, ça nous semble toujours difficile à concevoir. Oui, mais ça évolue. Effectivement, à l'époque d'Al-Qaïda, ils étaient très frileux, ils étaient très traditionnalistes, j'allais dire. La femme, c'est au foyer, elle élève les futurs moudjahidines. C'était à peu près son boulot. D'ailleurs, la femme d'Al-Zawahiri, la chef d'Al-Qaïda, avait fait même une lettre en disant quel était le rôle de la femme, c'était d'être au foyer. Donc c'était très clair. L'État islamique a recruté beaucoup plus large. Ils sont plus démocratiques de ce point de vue-là. Des mineurs, des femmes, des psychopathes. Tout le monde pouvait venir. Donc les femmes ont eu effectivement leur rôle. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une certaine, c'est dur à dire, égalité homme-femme dans le djihad. C'est-à-dire qu'on admet tout à fait que les femmes puissent faire des opérations terroristes. Ça n'aurait pas été le cas du tout dans le passé. Alors l'État islamique, puisqu'on en parle, est tombé. Des djihadistes ont été faits prisonniers, notamment détenus par des Kurdes. Et depuis 5 jours maintenant, la Turquie a lancé une offensive dans le nord-est de la Syrie, offensive militaire qui fait craindre beaucoup de choses, qui fait craindre notamment que les camps où sont retenus ces djihadistes soient mis à néant, que ces djihadistes soient répandus dans la nature et qu'ils reviennent. On veut évidemment votre avis sur cette question. On va regarder d'abord les toutes dernières informations, les faits avec Elisa Trana. Au nord-est de la Syrie, ils sont environ 2000 djihadistes étrangers, dont 400 à 450 Français, répartis dans 2 immenses camps. La plupart des hommes sont emprisonnés à Derik, tandis que les femmes et les enfants sont retenus à Al-Lol, un camp où les militantes endurcies prennent régulièrement le contrôle. Face à l'offensive turque, les soldats kurdes pourraient ne plus être en capacité de surveiller ces prisonniers djihadistes. S'ils sont attaqués directement par les troupes turques, vont avoir d'autres chats à fouetter, si vous me passez l'expression, que de continuer à garder ces prisonniers. Le risque d'évasion collective est réel. La situation de plus en plus fragile. Certains estiment que la France doit rapatrier ses ressortissants. La seule solution, c'est le rapatriement afin qu'on puisse les contrôler. Sinon, ils seront dans la nature ou alors ils seront utilisés soit par la Turquie, soit surtout par Assad comme des menaces permanentes pour nous faire chanter. Mais jusqu'ici, les autorités françaises estiment que les djihadistes français doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. Un rapatriement renverrait à un défi technique, sécuritaire, mais aussi politique. Imaginez les images d'avions en provenance de Turquie ou d'Irak transportant des dizaines de djihadistes en France. Politiquement, ça serait une image extrêmement désastreuse pour le pouvoir en place. Et puis, il y a la pression sur le milieu pénitentiaire. En effet, que faire de ces djihadistes s'ils sont rapatriés? Faut-il les emprisonner? Dans quelle structure et dans quelles conditions? Autant de questions qui se posent étant donné l'évolution de la situation côté kurde.
Marc Trévidic, faut-il craindre le retour de ces djihadistes en France ? Faut craindre leur évasion, j'ai l'impression. Oui. Tout simplement, vu la situation. Même la première guerre en Irak, il y avait des évasions d'Irak de centaines de djihadistes qui avaient des prisons et qui avaient un État. Alors c'est pour dire que là, il y a un vrai danger. Il faut craindre ça. Il faut craindre sur place aussi que, d'une manière générale, l'État islamique profite du chaos que va engendrer l'intervention turque. De toute façon, on est spécialiste. Dès qu'on arrive à enfin gagner, comme en Afghanistan contre les talibans et Al-Qaïda, on crée un nouveau problème nous-mêmes. Les Américains tapent l'Irak. Et là, aujourd'hui, ça allait bien. Il a fallu que la Turquie fasse ce genre d'opération pour remettre sur le panier la menace État islamique. Dans ces camps, plusieurs centaines de Français, chiffre évidemment fluctuant, 200, 300, 400. Est-ce que vous avez des chiffres plus précis et est-ce que c'est véritablement eux qui pourraient vouloir revenir commettre des actions en France? Est-ce que les djihadistes retournent dans leur pays d'origine? Mais d'abord, il n'y a pas que les Français. C'est beaucoup plus. On peut parler de 2000 à 2500 prisonniers, terroristes, dangereux pour toute l'Europe, et pas simplement nos 400 Français. Et puis, qui reviennent en Europe, que d'abord ils aillent faire quelque chose dans un autre pays, un attentat, etc. Pas forcément en France. On ne va pas se réjouir si c'est en Belgique ou que ça explose, si vous voulez. La menace, elle est globale. C'est notre problème à tous. On ne peut pas raisonner que français, que nos Français. C'est un truc qu'on aurait dû résoudre avant, parce qu'il y avait ce danger qu'on a maintenant. On en parlait déjà avant. Ils peuvent s'évader, il peut y avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On a été incapable de mettre sur pied un tribunal international, par exemple, pour les juger, puisqu'on disait qu'il faut bien quelqu'un les juge. Ouais, tout à fait. Alors pourquoi on le fait pas? Donc on a créé des prisons pour les garder. Parce que c'est l'indécision, parce qu'on est là, il y a la patate chaude, personne ne se décide. Alors les Kurdes, ils sont là, ils se transforment en administration pénitentiaire européenne. C'est l'indécision, l'incapacité à plusieurs, en Europe, de se mettre d'accord sur un problème commun et de le résoudre ensemble. C'est la maladie de l'Europe, finalement. Ça a créé un débat en France. Est-ce qu'on fait revenir ces prisonniers pour les juger chez nous? Évidemment, beaucoup de débats, parce qu'on s'est dit on fait revenir l'ennemi sur notre sol. Est-ce que ça a été une erreur, finalement? Mais moi, mon opinion a toujours été la suivante. En Irak, c'est un État. Ils jugent les gens qu'ils ont arrêtés. C'est tout à fait normal pour les exactions faites là-bas. En Syrie, il n'y a plus d'État. Il faut que chacun reprenne ses billes, ses nationaux, et les juge. Voilà, en doublant la cour d'assises, etc., pour qu'ils risquent des peines vraiment conséquentes, la perpétuité, et non pas les 10 ans maximum des tribunaux correctionnels. Voilà, et je pense que voilà, on ne peut pas laisser nos détritus, j'allais dire, idéologiques, parce que c'est à peu près ça, dans d'autres pays, comme on laisserait des poubelles de produits contaminés. Doubler les effectifs de la cour d'assises spéciale, on parle de la lutte antiterroriste, du dispositif pour juger des terroristes. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on est suffisamment dimensionné en France actuellement en matière de lutte antiterroriste? Non, si on voulait juger tous les gens de l'État islamique à la cour d'assises spéciale, il n'y a pas les moyens. Pas la possibilité. Il faudrait tripler les capacités de la cour d'assises spéciale. Mais ça ne représente pas grand-chose en argent. Je vous rassure tout de suite. Il n'y a pas de juré, donc c'est avoir un peu plus de personnel. Non, ils sont 5 à la cour d'assises spéciale professionnelle. Donc je pense que c'est tout à fait faisable, bien entendu. Bon, voilà, si vous voulez, aujourd'hui, on est en train de vous dire qu'on étraîne, par exemple, à Versailles, la cour d'assises sans juré, vous savez, pour les peines de 15-20 ans. On est 5 magistrats professionnels. On a trouvé les moyens de mettre 5 magistrats professionnels. Autant que pour une cour d'assises spéciale, terreau. Donc on ne s'est pas dit, on n'a pas l'argent, on ne va pas y arriver. Donc c'est faisable, bien sûr. Les peines sont lourdes quand même pour les terroristes. Procès des bonbonnes de gaz, on en parlait tout à l'heure, 25 et 30 ans de prison requis contre les deux principales accusés. Et ES, c'est lourd. C'est ce qui est requis d'abord. Ouais, on va voir les résultats. Et d'autre part, effectivement, vouloir tuer n'importe qui, un attentat terroriste avec des bonbonnes de gaz, je trouve que ça me paraît très très grave dans la gravité de ce qu'on peut faire à ses concitoyens. Donc voilà. Mais il faut aussi, les Français ne peuvent pas comprendre aujourd'hui qu'on mette des peines aussi légères qu'on les mettait dans le temps, alors que l'État islamique a montré, et que les gens qui ont rejoint l'État islamique à une certaine époque savaient ce qu'était l'État islamique. Il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était des criminels qui en voulaient à la France. Quand ces gens-là vont en prison, état des lieux dans les prisons, radicalisation, c'est une catastrophe. Prosélytisme. C'est une catastrophe, mais parce qu'on part de très loin, on part du néant où rien ne se faisait, où ils étaient mélangés à tout le monde et où il n'y avait aucun cadrage de ça. C'est de pire en pire dans les prisons, c'est de pire en pire. Il y en a tellement, par définition. Puis en plus, on met les moyens sur les gens qui ont l'étiquette terroriste, qui ont été condamnés pour terroristes.
Mais le problème, c'est tous ceux qui n'ont pas l'étiquette, qui sont radicalisés quand même. C'est ça le vrai fléau. C'est celui qui arrive pour trafic de drogue et qui se radicalise ou qui est en voie de radicalisation. Et lui, il n'a pas l'étiquette, il ne va pas dans un centre d'évaluation. Hein. Même les pédophiles se radicalisent pour être protégés ensuite par un père. Oui, enfin c'est la mode dans les maisons d'arrêt, c'est sûr. On ne va pas jouer à se faire peur, mais est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le degré de vigilance et de menaces terroristes réaugmente en France? Est-ce qu'il faut s'attendre à des années de nouveau difficiles? C'est très délicat parce qu'à chaque fois qu'on me demande, moi, qu'on me pose cette question, je me dis, il y a eu des moments d'accalmie, mais on a toujours trouvé le moyen de créer une autre terre de djihad, par exemple. Ce que je disais pour les Américains, ils combattent l'Afghanistan, Al-Qaïda, et puis après, ils font la guerre en Irak et ils nous créent une autre zone de djihad. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Turcs et Trump sont... pour la stabilité du Moyen-Orient, aussi dangereux que l'État islamique, hein, grosso modo, avec ce qu'ils font. Bon. L'histoire de l'Iran, on fait tout pour pousser à une guerre. Parce que c'est à peu près ce on imagine ce que ça peut donner au Moyen-Orient, l'Iran. Hein, on a déjà du terrorisme sunnite, il faut en plus en créer du terrorisme chiite pendant qu'on y est. Donc je ne sais pas ce que vont faire les grands penseurs de cette époque, les grands gouvernants, etc., pour nous créer encore la situation qui va faire que plein de musulmans vont aller dans la zone, faire le djihad, etc. On renouvelle à chaque fois ça. Hein. Là, on a une alchimie, on pourrait en profiter. Non, il faut qu'il y ait des chefs d'État qui décident que, pour des raisons intérieures, parce que leur popularité est en baisse, qu'on va aller faire la guerre. Il y a un vrai problème, Donald Trump? Il y a un vrai problème, évidemment qu'il y a un vrai problème. Enfin, ce qu'il fait est inconséquent, complètement. Au Moyen-Orient, cette focalisation sur l'Iran est une catastrophe. C'est une catastrophe. Enfin, l'Iran n'est pas une menace sur le front du terrorisme aujourd'hui. Mais si on va dans une guerre, il y aura évidemment plein de, cette fois-ci chiites, plein de recrues qui viendront défendre l'Iran et créer une perturbation encore plus grande. Au-delà des facteurs internationaux qu'on évoquait à l'instant et sur lesquels, malheureusement, la marge de manœuvre de la France seule est assez limitée, est-ce qu'en interne, est-ce que sur notre sol, nous sommes mieux organisés, mieux prêts à faire face à un regain potentiel de cette menace? Oui, parce que les effectifs ont énormément augmenté. Enfin, ils sont 26 au parquet national antiterroriste. On parlait de 2000, 2001 quand j'ai commencé. On était 4 et je faisais tout seul l'islam radical. Je tiens quand même à préciser, parce qu'il y a les Corses, les Basques, etc. Donc, vous voyez la différence? Donc 4 en 2000, 26 aujourd'hui, qui font pratiquement que de l'islam radical, hein, parce que les Corses, les Basques, ça a disparu. À l'époque, d'ailleurs, on combattait aussi les Kurdes, etc. L'histoire est assez se renouvelle. Donc voilà, il y a les moyens et les enquêteurs, c'est pareil. Il y en a eu beaucoup plus sur les 2 dernières années. Vous étiez 4, vous? Je crois qu'il y avait Roger Leloir, Laurence Levert, Gilbert Thiel et Jean-François Ricard. Alors, je parlais du parquet, parce que quand je suis arrivé, je n'étais pas à l'instruction. Et parquet, il y avait Irène Stoller, après il y a eu Debac, il y a eu 2 collègues aussi qui faisaient les Corses et les Basques. Des juges hyper spécialisés. Ceux qui arrivent aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui doivent apprendre aussi. Alors, en plus, voilà, à l'instruction, ils étaient 4 aussi. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé au parquet antiterroriste, de l'autre côté, il y avait Jean-François Ricard, qui est procureur antiterroriste, il y avait Bruguière, il y avait Levert et il y avait Thiel. Quand je suis arrivé au parquet national antiterroriste, 4 juges d'instruction, 4 procureurs. C'était ça la structure. Ça, il y en a beaucoup plus maintenant, mais du coup, on a recruté énormément. Effectivement, des gens qui doivent apprendre la matière. Par définition, il faut toujours un temps. Pas de passage de relais, ça c'est un scandale. C'est-à-dire, c'est pas le fait que moi je sois parti au bout de 10 ans, on peut faire ce qu'on veut, mais qu'au moins on me laisse 6 mois pour passer les dossiers à un collègue. Hein. Là, j'ai même pas croisé, si vous voulez. Hein. Donc le problème, voilà, je sais pas pourquoi on fait ça, qu'on parle de terreau, mais qu'on met aucun moyen concret aussi rationnel que ça en place. On va préciser, Marc Trévidic, pour ceux qui nous écoutent, qui comprennent peut-être pas forcément, c'est qu'il y a une limite de 10 ans maintenant pour les magistrats. Donc au terreau, on reste 10 ans et ensuite on doit partir. Au financier, c'est pareil. Hein, les juges s'en vont, c'est comme ça qu'est parti d'ailleurs le juge Tournaire, atteint par la limite des 10 ans, mais donc il n'y a pas de passage de relais. On vous dit au bout de 10 ans, vous partez. C'est ça, et il faudrait vraiment, des dossiers aussi lourds que j'ai eu à traiter, enfin des choses comme Karachi, les moines de Tibérine, voilà, le Rwanda, on pourrait imaginer que le collègue arrive, pendant 6 mois, il est en doublette, et que je lui apprenne plein de choses, ce que je sais de ces dossiers-là. Non, ça ne se fait pas en France, et ça c'est rien budgétairement. Il y a 6 mois du temps d'un magistrat. Ça se fait ailleurs? Merci. Je sais pas. Merci beaucoup, en tout cas, Marc Trévidic, d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. C'était passionnant de redécliner, de comprendre l'actualité avec votre regard, actualité de la semaine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dominique, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Dimanche prochain. Bon dimanche sur BFM TV.